Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines et présidente déléguée du groupe LaREM à l'Assemblée. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de la pandémie. Les Français n'en peuvent plus des restrictions. Tout le week-end, il y a eu des fêtes à Paris, aux Invalides, aux Tuileries, encore hier soir, évacuées par les forces de l'ordre. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement arrêter le couvre-feu dès aujourd'hui? Déjà, c'est pas parce que la loi est contournée que la loi est mauvaise, alors qu'il y a plutôt une demande d'autorité dans le pays, justement, et que les règles puissent être appliquées. Je crois que le couvre-feu, c'était justement une décision du président de la République pour assouplir des règles à une époque où certains auraient préféré qu'on mette le pays sous cloche, où on reconfine. Et puis fin mars, il a fait le choix de dire non, on ne va pas reconfiner le pays. On a besoin justement de recouvrir un certain nombre de nos libertés et on a besoin évidemment que la stratégie vaccinale porte ses fruits. La stratégie vaccinale, elle porte ses fruits. 30 millions de personnes primo-vaccinées, c'est une bonne ce qui était attendu pour la mi-juin, donc on a réussi. Et il faut évidemment que ça puisse continuer, que les personnes âgées continuent évidemment à se faire vacciner parce que c'est elles qui sont les plus à risque et puis que progressivement ça avance. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au tout début de la campagne vaccinale, il y avait 40% des Français qui adhéraient au vaccin. Aujourd'hui, c'est 80% des Français qui sont prêts à se faire vacciner. Mais néanmoins, on voit bien que quand ça va mal, tout le monde durcit les règles et quand ça va bien, il n'y a pas de possibilité d'assouplir les règles. Mais c'est entre le 15 juin et le 30 juin, ça changerait quoi? C'est justement parce que ça va bien qu'il faut justement garder un certain nombre de règles. Parce que si on avait suivi cette logique, ça veut dire qu'on aurait assoupli un certain nombre de fois, puis on aurait fait du stop and go. On aurait assoupli, puis on aurait reconfiné. On aurait reconfiné. Là, depuis fin mars, et volontairement, on n'a pas fait le choix du reconfinement, on a fait le choix d'un couvre-feu, on a fait le choix de règles qui sont strictes. Oui, on a des mesures de restriction, évidemment. On vit tous avec des mesures de restriction depuis mars dernier, on le sait bien. Par contre, essayer de les assouplir un peu au tout dernier moment en disant allez, lâchons du lest 15 jours avant la fin de l'objectif, je crois que ce ne serait pas responsable. Valérie Pécresse demande donc la levée du couvre-feu, vous dites non. Ah mais c'est bien, Jordan Bardella demande la fin du port du masque en extérieur parce que le contexte sanitaire s'est amélioré. On a un taux d'incidence en dessous de 47. J'entends ce que disent les oppositions et puis en plus ils sont tous les deux en campagne régionale, voire même pré-présidentielle. C'est pas votre cas. Sauf que de fait, si on regarde par exemple ce qu'avait voté le Sénat, il y a quelques mois le Sénat voulait rouvrir tous les bars, tous les restaurants alors qu'on était en pleine pandémie, donc on n'aurait pas du tout les mêmes chiffres aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est toujours plus populaire de dire on va lâcher du lest. Moi je crois qu'il faut au contraire assumer d'avoir des règles. Je crois que c'est aussi ce qu'attendent les Français, qu'on ait des règles qui soient claires. On a dit que ce serait au 30 juin qu'on pourrait avoir cette levée du couvre-feu. Il faut que ça tienne jusque-là. Et donc il faut à la fois continuer à se faire vacciner, ce que font les Français, et puis respecter aussi les règles qui existent jusque-là. La campagne des régionales, elle est un peu mouvementée pour Éric Dupond-Moretti, qui est aussi en même temps garde des Sceaux. Il y a eu une petite séquence à Péronne dans la Somme, une altercation d'abord avec Damien Rieu du Rassemblement National, et puis avec François Ruffin de la France Insoumise. Regardez ce petit extrait. Vous avez dit que vous créiez un cluster féminin, que tous les emplois étaient garantis. Sur 286, il en reste 3. C'est comme ça qu'on défend les ouvriers. C'est pas en venant faire le kéké sur le marché. Vous êtes ministre. Là, aujourd'hui, il y a 50 000 emplois industriels qui ont disparu dans le pays. Vous êtes ministre de l'Industrie et qu'est-ce que vous faites? Vous faites candidate pour faire 2% à l'arrivée. C'est un métier, la politique? Je ne sais pas si c'est un métier, en tout cas ce que je trouve assez insupportable, c'est les images de François Ruffin. C'est-à-dire que, bon, déjà ce sont ces images à lui, mais parce que celui qui fait le kéké, pour reprendre son expression, c'est un député, François Ruffin, qu'on ne voit jamais à l'Assemblée nationale, si ce n'est pour faire un esclandre, pour faire une vidéo sur YouTube et pour dire voilà, je vous ai défendu. C'est pas comme ça qu'on défend les gens. C'est pas en faisant semblant d'être député pour mieux vendre son journal ou mieux faire des films. C'est formidable s'il veut être cinéaste, c'est très bien qu'on ait un monde de la culture dynamique dans le pays, qui soit cinéaste. Ou alors, ce qu'il dit n'a pas de sens à vos oreilles? Mais ce que je trouve insupportable, c'est que c'est pas lui qui défend les ouvriers, c'est pas lui qui défend l'industrie, parce qu'il n'est jamais là. Il n'est pas sur le terrain, il n'est pas à l'Assemblée nationale, il a d'autres préoccupations, d'autres intentions. Il a tout à fait le droit d'avoir d'autres intentions politiques, mais c'est pas en agressant verbalement, alors qu'on a déjà une période qui est suffisamment tendue, enfin, je pense que tout le monde l'a compris, avec des hommes et des femmes politiques, quel que soit leur bord, qui sont régulièrement pris pour cible, qui sont régulièrement agressés. Est-ce que c'est légitime que l'invective, elle vienne aussi entre hommes et femmes politiques à ce niveau-là? Les ministres ont le droit d'être en campagne et d'être ministres. C'est vraiment la question de fond, parce que c'était aussi le fond d'interlocution avec Damien Rieu. C'est que fait le ministre de la Justice quand on connaît l'état de la justice, les problèmes, les préoccupations des Français sur le terrain en campagne? Que fait Agnès Pannier-Runacher, elle aussi ministre, sur le terrain en campagne? N'ont-ils pas assez de travail dans leur ministère pour en plus se rajouter une campagne électorale? C'est ça la question de fond des Français. On a toujours eu la même polémique à chaque fois qu'il y avait des campagnes électorales, quels que soient les gouvernements. C'est-à-dire qu'il y a 15
ministres aujourd'hui qui sont... Oui, mais qui ne sont pas toutes têtes de liste d'ailleurs. Agnès Pannier-Runacher, elle est en dernière position, donc elle n'est pas là pour se faire élire, elle est là pour soutenir une équipe et elle y va en effet parfois le week-end. Mais alors donc elle y va pour du beurre, quoi? Non, elle y va pour du beurre, elle y va parce qu'elle se planque pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a la même polémique. Soit les ministres ne sont pas candidats, on dit bah voilà, le président de la République, le Premier ministre n'assume pas, les ministres préfèrent se planquer, ils ont peur de l'élection, ils ont peur du suffrage universel. Soit ils y vont et on dit est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire que d'y aller? On a des ministres qui ont fait le choix de s'engager parce que justement on a besoin de démontrer qu'il y a un engagement total à la fois dans leur ministère. Et j'ai pas l'impression que sur la stratégie vaccinale en responsabilité Agnès Pannier-Runacher, elle est faillie et elle a raison aussi d'assumer d'être candidate dans un territoire qui est un territoire qui souffre d'un point de vue industriel et qu'elle accompagne. Juste à propos du Rassemblement national, il faut mettre en place un front républicain. Comment Sébastien Lecornu, un certain nombre d'entre eux demandent qu'on réinvente le front républicain. Comment? Qu'est-ce que vous allez faire en fait Déjà, on verra au soir du premier tour quels seront les résultats parce qu'on a l'impression depuis des semaines qu'on nous prédit, quoi qu'il arrive, de manière inéluctable, la victoire du Rassemblement national sur 1, 2 ou 3 régions. Pour l'instant, ils n'ont gagné aucune région et l'objectif, c'est qu'ils n'en gagnent aucune. Parce que je ne crois pas que les solutions qui soient portées par le Rassemblement national permettraient d'améliorer le quotidien de celles et ceux qui habitent dans ces régions-là au regard des compétences qui sont celles de la région. On parle beaucoup des enjeux d'insécurité, c'est normal, c'est une des préoccupations majeures des Français. C'est pas la compétence de la région. Compétence de la région, c'est déjà les lycées, c'est déjà les transports, c'est le développement économique. Je ne suis pas certaine que ce soit les mieux qualifiés pour permettre ça. Le développement économique, on l'a vu dans un certain nombre de villes qu'ils ont dirigées, qui ont fini en faillite. C'est comme ça que ça s'est passé quand le Front National a été au pouvoir dans un certain nombre, à Orange notamment, dans un certain nombre de collectivités. Et donc je pense que la démonstration de la manière avec laquelle ils exercent le pouvoir, de manière très sectaire, sur la question du financement des associations, on le voit notamment dans les Hauts-de-France, n'est à mon avis pas la solution dans une période d'après-crise où on a au contraire besoin justement de rassemblement, où on a au contraire besoin de soutenir nos associations, de soutenir nos entreprises. Je ne suis pas sûre que ce soit les mieux qualifiés. Après, est-ce que c'est un front républicain qu'on doit faire? Ce qu'il faut faire, c'est surtout nous démontrer que la politique que l'on mène, sur la stratégie vaccinale, que la politique que l'on mène de protection des Français, que la politique du quoi qu'il en coûte dans les urnes, fonctionne. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a une banalisation de la violence face aux élus? On se rappelle l'épisode de la gifle à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a été enfariné. C'était mérité? Alors, c'est jamais mérité de toute façon qu'un élu, quel qu'il soit, se prenne une gifle, se fasse enfariner. C'est pas du folklore. Vous aviez des mots assez durs contre Jean-Luc Mélenchon et mais je les maintiens. Je les maintiens. Est-ce que pour autant je justifie qu'il puisse être victime d'une agression? En aucun cas et en aucune manière. La difficulté, c'est que Jean-Luc Mélenchon, lui, ne critique la violence que quand elle s'adresse à lui. Mais il a toujours du mal à la dénoncer quand elle s'adresse à l'égard des autres. Vous montriez tout à l'heure François Ruffin. François Ruffin, il y a 2 ans, il était devant l'Élysée en prédisant que le président de la République allait finir comme Kennedy, c'est-à-dire une balle dans la tête. Est-ce que c'est responsable de la part d'un député de la nation de dire que le président de la République sera mort à la fin de son mandat? C'est quand même ça qui s'est passé dans le pays. C'est des soi-disant folklore de la France insoumise où on avait des effigies du président de la République qui étaient pendues. Ces images-là, cette violence-là, visuelle, verbale, elle précède, elle accompagne, elle légitime, elle banalise la violence physique. Et c'est ça qui est insupportable. Quand on est un élu de la République, on ne peut en aucun cas s'adonner à ça. La violence, la jeune Mila la vit au quotidien aussi. Elle publie un livre dans lequel elle dit qu'elle ne s'excusera pas après les critiques qu'elle avait formulées à l'époque contre l'islam et qui fait qu'aujourd'hui elle n'a plus de vie. Elle dit quelque chose qui sans doute va vous interpeller. Je suis abandonnée, dit-elle, par une nation fragile et lâche. C'est-à-dire qu'elle dit je ne suis soutenue que très mollement au fond et rien ne fait et personne ne fait quoi que ce soit pour m'aider. C'est un cri qu'elle pousse. Et pour moi, Mila, c'est devenu, de fait, en effet, le visage du courage dans le pays. Parce que, oui, il y a une forme de lâcheté. Est-ce qu'elle est soutenue par l'État? Oui, elle est protégée, elle est encadrée, elle est accompagnée et c'est la moindre des choses qu'on lui doit. Est-ce que pour autant, il n'y a pas aussi trop de lâcheté dans ce pays? Oui, il y a eu trop de lâcheté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Vous savez déjà, quand on s'attaque à ceux qui aujourd'hui essayent de faire taire Mila, on est soi-même menacé. C'est ça qui se passe. Pourquoi les Français, pour beaucoup d'entre eux, se taisent alors que sur le fond, elle parle de ça. Elle parle de cette majorité silencieuse qui probablement la soutient, qui lui envoie des messages, mais qui n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire parce qu'on est menacé. Et parce que face à l'islamisme, malheureusement, là, on est en risque. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est par exemple les féministes. Pourquoi les féministes ne se mobilisent pas pour Mila? Pourquoi on ne se mobilise pas pour cette jeune femme de 18-19 ans qui est en train d'être obligée de se terrer parce qu'elle est en permanence sous protection? Elle ne peut pas avoir la vie qu'elle mériterait d'avoir à son âge. Elle le dit elle-même. Elle dit, je ne peux pas me projeter. Quelles études elle peut faire? Quelle vie sociale? Quelle vie amoureuse elle peut espérer? Quelle vie professionnelle? Et que ce soit pour Mila ou pour toutes les jeunes femmes... Pourquoi les féministes ne se mobilisent pas pour Mila? Je ne sais pas. Mais je crois qu'elles choisissent d'autres combats. Elles choisissent d'autres combats qui sont aujourd'hui antisémites.
c'est ça? Mais bien sûr. Vous entendez? Mais je crois que c'est de fait, malheureusement, la démonstration qui est faite. On voit bien sur la manière avec laquelle certaines causes aujourd'hui sont récupérées. Je pense à la question des droits des homosexuels, qui est une cause qui est essentielle de lutte contre l'homophobie dans notre pays. C'est pas, là encore, en faisant des marches où on met d'abord les non-racisés d'un côté, les racisés de l'autre, qu'on y arrivera. Et tout ce qui est en train de se passer, ces mouvements indigénistes ou racialistes qui existent dans le pays, ils doivent être combattus et combattus avec force. Et c'est des Mila qu'on doit voir en permanence, en fait, sur les plateaux de télévision. C'est elle qu'on doit montrer en exemple, parce que ce qu'elle a fait, c'est juste être purement et simplement française dans son expression et sa totale liberté d'expression. Oui, on a le droit au blasphème. En aucun cas, on ne devrait être menacé pour ça. Et en aucun cas, ça devrait empêcher une jeune femme de pouvoir vivre la vie à laquelle elle aspire. L'actualité, c'est aussi Gérald Darmanin qui mobilise à nouveau les préfets sur l'expulsion des étrangers auteurs d'infractions. Il demande que l'on remonte les noms de tous les étrangers coupables de graves troubles à l'ordre public pour les expulser en priorité au cours des prochaines semaines. Pourquoi cette fermeté affichée à la veille des élections régionales et un an des présidentielles? Elle a commencé depuis bien avant la campagne des régionales. Il faut tordre le cou quand même à une idée reçue qui ferait que, soi-disant, nos prédécesseurs auraient été beaucoup plus fermes que nous. C'est pas vrai. On naturalise 30% de moins que nos prédécesseurs et on reconduit à la frontière 30% de plus que nos prédécesseurs. Donc la fermeté, elle est là. Après, ce qu'on dit, c'est simple, c'est oui, on a une tradition d'accueil qu'on veut honorer. Par contre, être accueilli en France, c'est pas un droit. Et ça suppose à un moment qu'on respecte tout simplement des règles. Donc à partir du moment... C'est un droit, le droit d'asile. Oui, mais le droit d'asile, il n'est pas absolu. Le droit d'asile, si demain vous commettez justement des infractions, eh bien, il peut être rompu. Et c'est ça que dit le ministre de l'Intérieur. Et je crois que c'est tout simplement ce à quoi aspirent les Français. Oui, continuer à accueillir ceux qui méritent d'être accueillis dans notre pays et d'être bien accueillis, mais évidemment reconduire à la frontière ceux qui défient nos règles, ceux qui défient nos lois et ceux qui refusent de se conformer à nos principes républicains. C'est le retour des charters pour expulser ces étrangers, parce que 80 000 se maintiennent illégalement sur le territoire, sur ceux qui demandent la ville, sur les 120 000 qui demandent... C'est la nécessité, en tout cas, d'avoir une fermeté républicaine et de faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à rester ne restent pas pour accueillir ceux qui ont vocation à accueillir. Si on veut que la France puisse continuer à accueillir des personnes, notamment, comme vous l'avez dit, qui relèvent du droit d'asile, alors ça suppose une totale fermeté sur ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le sol français. Et évidemment, en particulier, ceux qui ont commis des délits. On pense notamment à la question des violences conjugales, puisque malheureusement, on a eu des faits dramatiques ces dernières semaines. Eh bien, quand vous avez commis une violence conjugale, il n'y a aucune raison que vous restiez sur le sol français. Un sondage nous montrait la semaine dernière que le taux d'acceptabilité de l'immigration massive est de plus en plus bas dans notre pays. Ça va être l'un des grands thèmes, encore une fois, de l'élection présidentielle. Ça dépend déjà comment vous présentez la question. C'est-à-dire que si on parle d'immigration massive et qu'on a l'impression que des centaines, illégale, milliers massive, ou millions de personnes arrivent, mais personne n'est pour une immigration illégale massive. Immigration illégale. Personne ne peut être pour un fait qui relève de l'illégalité. Par contre, est-ce que vous dites aux Français, est-ce que vous êtes pour qu'on continue à accueillir celles et ceux qui relèvent du droit d'asile? On parlait de ces femmes, justement, qui peuvent être persécutées dans leur pays. Est-ce que vous êtes pour qu'on puisse continuer à accueillir des étudiants étrangers qui font aussi la force, la vitalité de notre pays? Donc pas de moratoire sur l'immigration. Je ne pense pas qu'il faille de moratoire notamment sur l'immigration. Et je pense par contre, encore une fois, que celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester doivent, eux, être reconduits vite à la frontière. C'est comme ça qu'il y aura une acceptabilité de l'immigration dans notre pays. Le président Macron est au G7 avec ses homologues évidemment internationaux. Il dit s'il y a, on a des réunions où rien ne se passe, légitimement nos concitoyens finiront par croire que les nationalistes ont raison. Je crois tout le contraire. Il continue même dans ses discours à l'international à parler à ses électeurs français. Oui, mais il a raison de le faire parce que ces sommets ne servent que s'ils servent à un moment les intérêts de nos concitoyens. Et c'est ça la démonstration qu'on doit faire. Est-ce qu'à un moment le multilatéralisme a encore aujourd'hui du sens? Et je crois qu'il en a plus que jamais et que l'élection de Joe Biden, elle aide évidemment à ça. Regardez ce qui se passe sur la taxation des GAFA. Le problème d'injustice que beaucoup de nos concitoyens ressentent de se dire finalement, il n'y a pas les mêmes règles qui sont appliquées à tous. Moi, je suis patron d'une TPE, je paye mes impôts en France. Par contre, des grandes multinationales et plateformes internationales, elles peuvent s'en exonérer. Le fait que la France ait porté cette voie et qu'on ait obtenu cette taxation et que ça ait pu aboutir au G7, c'est la démonstration du retour du politique et c'est la démonstration que le multilatéralisme a du sens. Merci beaucoup Aurore Berger d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous.